Turquie revient de très loin. Ouais, vous avez raison, car elle a connu de nombreux épisodes dictatoriaux à cause du pouvoir sans partage qu'a longtemps exercé l'armée. Depuis Atatürk, en fait. C'est exact. Un pouvoir qu'elle a perdu très récemment, après la victoire électorale du parti AKP d'Erdogan. Oui, on dit Erdogan en turc, hein, mais nous allons prononcer Erdogan. Reste en français. Donc l'AKP, c'est un parti islamiste. Hein. Mais considéré comme modéré, ou conservateur, selon les points de vue. Un parti qui, jusqu'à maintenant en tout cas, n'entend pas imposer la loi islamique. La charia. Ouais. C'est ça. Mais aussi un parti qui, pour avoir triomphé à 3 reprises lors des élections législatives, a dû se battre contre les militaires qui sont les défenseurs farouches de la laïcité. Un combat qui n'a pas toujours eu lieu à armes ouvertes. Que voulez-vous dire, là? Eh bien, Erdogan et ses partisans ont eu tendance, et ça continue aujourd'hui, à accuser l'armée de comploter. Et si certains de ces complots ont bien été réels, rappelez-vous, Ergenekon. D'autres me semblent purement et simplement imaginaires. Peut-être, mais au départ, il y a quand même cette longue tutelle de l'armée sur le pays. Alors, un peu d'histoire, si vous le permettez. Un petit peu. Le général Mustafa Kemal, le père de la Turquie moderne, a pris le pouvoir il y a 89 ans. Atatürk, considéré encore aujourd'hui comme une sorte de personnage intouchable, a fait de son pays un État laïque et l'a débarrassé des traditions rétrogrades du sultanat. Mais en même temps, il a fait de l'armée le fer de lance de sa politique et aussi le garant des progrès considérables qu'il a introduits. Et donc d'abord la laïcité. Hein. Et sur ce point, les généraux ont toujours été intransigeants. Oui, ils se sont institués les gardiens de la laïcité. C'est ça. Ouais. Cependant, ils ne s'en sont pas tenus à cette vigilance rigoureuse. En fait, jusqu'à ces dernières années, ils ont exercé la réalité du pouvoir. Et à chaque fois qu'ils l'estimaient nécessaire, ils ont fomenté des coups d'État et placé un des leurs à la tête du pays. Mais, et c'est encore plus grave, cette prééminence leur a permis de perpétrer de nombreux crimes. Autrefois contre les communistes et les opposants de gauche, et plus récemment contre les Kurdes. Mais parce que ce sont aussi, ces militaires, de farouches nationalistes. Hein. Et il ne faut pas oublier que l'un de leurs inspirateurs a été un homme dont je vous ai déjà parlé, un personnage au nom prédestiné, Türkeş. Un pantouraniste, c'est-à-dire un partisan de l'union de tous les Turcs du Moyen-Orient et même des habitants des républiques turcophones d'Asie. Ce qui signifie aussi pour lui que seuls doivent demeurer en Turquie les vrais Turcs. Alors il faudrait, selon lui, en chasser les Juifs, les Arméniens... Et les Kurdes, bien sûr, qui sont 15 millions en Turquie sur une population totale de 73 millions. Enfin, passons. Je vous rappelle simplement, et vous ne l'avez certainement pas oublié, que ce Türkeş était un admirateur d'Hitler. Ouais. Et il faut aussi souligner que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie a longtemps flirté avec l'Allemagne nazie. Hein. Même si en principe elle était neutre. Mais en février 1945, Ankara se ressaisira et finira par se ranger du côté des Alliés. Pour autant, on ne peut pas dire que tous les militaires turcs étaient des nationalistes d'extrême droite. C'est juste. On assistera même en 1960 à un curieux épisode. La Turquie était alors dirigée par un gouvernement de droite, issu des élections libres de 1950. Sa base électorale, c'était la bourgeoisie commerçante, les notables provinciaux et la population rurale. Autant dire que ce n'était pas un gouvernement de progrès. Mais pour les jeunes officiers, il y avait plus grave. Ces conservateurs menaçaient l'héritage d'Atatürk. Et ça, pour eux, c'était impardonnable. Mais concrètement, comment s'est traduit cette atteinte-là à l'héritage kémaliste ? Le gouvernement avait commencé de s'attaquer aux fondements de la laïcité en réintroduisant, par exemple, l'enseignement religieux dans les écoles primaires ou en autorisant à nouveau l'appel à la prière en arabe. Ouais. Les militaires vont donc s'emparer du pouvoir, mais et politiquement, comment peut-on les classer, ceux-là ? Beaucoup sont plutôt de gauche, mais il y a aussi parmi eux des nationalistes comme l'inévitable Türkeş, et sa présence inspire quelques craintes. Et la menace de voir s'installer un pouvoir totalitaire. Oui, d'autant que le gouvernement militaire montre d'emblée qu'il ne recule pas devant les mesures extrêmes. Il fait par exemple exécuter le Premier ministre déchu et 2 de ses ministres. Cependant, et la surprise et l'importance, les jeunes officiers au pouvoir changent de cap. Les plus extrémistes, comme Türkeş, sont écartés. Et l'orientation des nouveaux hommes forts devient sociale et même progressiste. Ainsi, à côté de l'instauration de la sécurité sociale, d'un régime de retraite, de la légalisation du droit de grève, etc., les militaires adoptent une nouvelle constitution qui privilégie les libertés fondamentales. Alors cette intervention de l'armée est donc plutôt positive. Mais malheureusement, ce ne sera pas toujours le cas, car l'armée, à de nombreuses reprises, va imposer sa loi à chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire, et toujours avec la bénédiction de Washington. Les États-Unis veillant toujours étroitement sur la Turquie, ne serait-ce que parce que ce pays, membre de l'Alliance Atlantique, avait une frontière commune avec l'URSS. Et comme dans tous les autres pays de l'OTAN, les Américains y superviseront la création de réseaux Gladio. Oui, Gladio, rappelons-le, c'était une série de noyaux militaires clandestins initiés par les Américains
à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire éventuellement échec à une invasion soviétique. Oui, et comme ils ont largement recruté dans les milieux les plus anticommunistes, un individu comme Turkesh se trouvait presque naturellement proche de ces gens. Lui et la structure secrète qu'il a inspirée, sinon créée, une milice qui balance entre politique et gangstérisme, les loups gris, et qui va jouer un rôle clandestin important et néfaste dans l'évolution de la Turquie, mais on va en reparler. En 1965, l'armée cède le pouvoir à la suite d'une consultation électorale. C'est un retrait sincère? Non, le gouvernement civil demeure sous surveillance. Et comme, malgré un réel développement économique, les mécontentements montent dans le pays, ils sont prêts à reprendre les choses en main. C'est ce qu'ils vont faire. Oui, pour mettre fin au désordre, c'est en tout cas ce qu'ils prétendent. Donc, en 1971, nouveau putsch. Mais à la différence des jeunes officiers de 1960, les militaires putschistes de 1971 ne sont pas des progressistes. Bien au contraire, ils accentuent la répression contre la gauche, répression déjà engagée par le pouvoir civil. État de siège, tribunaux militaires, arrestations arbitraires, c'est le début d'une période marquée par la violence. Et ce Turkesh joue sa partition dans ce climat? Bien évidemment. Car face aux forces de répression, on voit émerger un terrorisme suscité par des mouvements kurdes et d'extrême gauche. Les loups gris de Turkesh répondent par des attentats et des affrontements dans la rue qui font de nombreuses victimes. Toutefois, malgré cet activisme fasciste, Turkesh accède à une sorte de respectabilité. Et en 1975, il est même nommé vice-premier ministre du gouvernement conservateur de Süleyman Demirel. On lui confie alors la police et l'éducation. C'est un poste clé pour un extrémiste. Évidemment, surtout pour un homme qui affirme publiquement « Nous devons exterminer les Kurdes, les Arméniens, les Arabes et les Juifs ». Turkesh restera 2 ans au gouvernement avant de rallier les conservateurs qui seront ensuite au pouvoir. Pendant tout ce temps, les loups gris perpètrent de véritables massacres au Kurdistan. L'organisation paramilitaire de Turkesh agit alors en milice sous-traitante des forces de l'ordre. Au cours de cette décennie 80, le pays vit dans un perpétuel état de violence et le bilan humain est très lourd. 5000 morts et presque 20 000 blessés. Mais tous ces morts ne peuvent pas être seulement imputés aux loups gris. C'est vrai, mais les massacres de masse contre les minorités ethniques ou religieuses sont souvent de leur fait. C'est aussi à cette époque que la dérive mafieuse commence et que les loups gris se lancent dans le trafic de drogue. Car les liens entre la mafia et l'extrémisme nationaliste seront désormais une constante. Il faut aussi souligner qu'on assiste à la même époque à la création d'une nouvelle organisation secrète, la contre-guérilla. Mais c'est quoi ça? C'est l'émanation directe de ce gladio à la turque dont je vous ai parlé. Et cette structure clandestine reçoit à la fois le soutien de l'état-major et de la CIA. En fait, à l'image de ce qui se passe en Italie, il s'agit de mettre en place une stratégie de l'attention propice à l'établissement d'un régime autoritaire et surtout très anticommuniste. Il y a aussi en 1974 l'épisode chypriote. Oui, l'intervention militaire turque qui répond à celle des colonels grecs. Et qui aboutit à la scission de Chypre, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cette action militaire très populaire en Turquie, où l'on a toujours revendiqué la possession de l'île, a bien sûr renforcé le prestige de l'armée. Parallèlement, les loups gris qui bénéficient d'une quasi-impunité infiltrent les structures de l'État. Les loups gris ont des rapports avec cette contre-guérilla dont vous avez évoqué la création? Bien sûr. Tous ces gens travaillent la main dans la main, car ils poursuivent le même but, l'établissement d'un pouvoir totalitaire. Et ils pensent atteindre leur objectif en 1980. 1980, que se passe-t-il alors? Prenant prétexte du désordre croissant, de la crise économique et de l'échec de la coalition gouvernementale, les militaires provoquent un nouveau putsch. Pour remettre de l'ordre, j'imagine. C'est toujours le prétexte qu'ils invoquent. Ils décrètent donc l'état de siège, exécutent une 50aine d'opposants, essentiellement de gauche bien sûr, et on enlève plusieurs centaines d'autres qui seront systématiquement torturés et dont certains ne reparaîtront jamais. Enfin, 600 000 personnes sont placées en garde à vue et plusieurs dizaines de milliers d'autres sont emprisonnés. À noter que Turkesh aussi est arrêté, comme tous les autres dirigeants politiques. Mais pourquoi, alors que les militaires ne font qu'appliquer son programme? Et mettre en pratique son idéologie nationaliste et xénophobe. Oui, mais les putschistes ne sont nullement décidés à partager le pouvoir et Turkesh va rester 4 ans et demi en prison. Il ne reprendra ses activités politiques qu'en 1987. Toutefois, malgré cet effacement relatif, ses fidèles n'ont cessé de continuer à infiltrer les milieux mafieux et toutes les structures de pouvoir, notamment les services spéciaux. Et lorsque cet extrémiste meurt d'une crise cardiaque en 1997, ses funérailles sont quasi nationales et de nombreux dignitaires du gouvernement viennent lui rendre hommage. Bon. Et qui sont ces militaires alors qui ont pris le pouvoir en 1980? Le numéro 1, c'est le général Evren.
un officier supérieur qui est à la tête du département des opérations spéciales, préparait son coup depuis longtemps. Le département des opérations spéciales, avez-vous dit? Une organisation semi-clandestine qui est en fait devenue le nouveau faux-né du gladio turc. Ça devient compliqué parce que vous m'avez aussi parlé d'une autre structure, la contre-guérilla. Eh bien, au risque de simplifier, disons que c'est la même chose. Et c'est toujours l'émanation de Gladio que les Américains appellent Stay Behind. Oui, rester derrière. Et ce Gladio, là, par l'intermédiaire du général Evren, est donc maintenant au pouvoir en 1980. Et malgré la mise à l'écart de Türkeş, il s'appuie toujours sur les Loups-Gris qui, plus que jamais, représentent une force considérable dans le pays. Au début des années 1980, on estime qu'il existe alors plus de 1500 groupes de Loups-Gris. Et ça fait combien d'hommes, ça? Près de 200 000. Et ces militants actifs peuvent compter sur 1 million de sympathisants. Ce sont eux qui, en mettant en œuvre à la lettre la stratégie de la tension, ont permis à Evren de s'emparer sans coup férir du pouvoir. Soyez plus précis, là. Cette stratégie de la tension se traduisait comment dans la réalité? Ce n'est pas pour rien qu'on a établi une comparaison avec l'Italie des années de plomb. À peu près à la même époque. En effet. Et on pourrait également parler de la Belgique. Alors, concrètement, il s'agit de perpétrer des actes criminels. Oui, des attentats. Mais aussi des assassinats, des exactions, qui peuvent être indifféremment attribués aux extrémistes de gauche ou de droite. En Italie, les néofascistes et les brigades rouges. C'est ça. Le but étant de faire la démonstration que le pays sombre dans le chaos et que seul un gouvernement fort pourra rétablir l'ordre. Et pour ne parler que de la Turquie, il faut observer qu'attentats et assassinats cessent comme par miracle dès la cession au pouvoir du général Evren. Et ce n'est pas par hasard. Bien entendu. Mais parallèlement, il faut aussi, dès que l'opération de prise du pouvoir est réalisée, mettre au pas tous ces hommes de main qui ont concouru à appliquer cette stratégie de la tension. C'est essentiellement les Loups-Gris, alors. C'est pourquoi Türkeş est mis à l'ombre et que des centaines de ses sbires sont raflés. Mais ils ne restent pas très longtemps incarcérés, car on leur fait très rapidement des propositions très alléchantes. Par exemple. Et puis on leur promet liberté, salaire, s'ils consentent à s'engager dans la lutte contre les séparatistes kurdes. Et qui leur fait cette proposition, hein? Les services secrets turcs. On en fait donc des mercenaires, alors, au service de l'État. Les Loups-Gris se sont, par conséquent, reconvertis? Oui, sans toutefois abandonner le quotidien de leurs activités qui sont essentiellement mafieuses. Oui, vous m'avez dit le trafic de drogue. Entre autres, oui. Les Loups-Gris ont très vite versé dans le gangstérisme. Et la preuve en sera apportée de façon spectaculaire en 1996. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'ils ont été mêlés à presque tous les mauvais coups qui ont accablé la Turquie pendant les décennies 70, 80 et 90. Un seul chiffre, mais il est éloquent. Après le putsch de 1981, quand le nouveau pouvoir militaire a voulu adresser un avertissement aux Loups-Gris, la justice a inculpé un certain nombre d'entre eux pour un total de presque 700 meurtres. Mais il me faut aller encore plus loin. C'est-à-dire? C'est à partir de cette époque que les observateurs de la vie politique turque ont commencé à utiliser une curieuse expression. Pour évoquer le pouvoir, ils parlent désormais d'état profond. Ouais, comme s'il y avait deux pouvoirs, donc le pouvoir apparent et l'autre, le vrai. Exactement. Et que serait cet état profond, alors? En 1980, tout en donnant à la Turquie une nouvelle constitution qui leur offre le pouvoir exorbitant d'intervenir à tout moment s'ils jugent que les valeurs républicaines sont en danger. Ouais, l'armée est garante de la République. Mais ça ne leur suffit pas. Pour parfaire leur pouvoir, les généraux ont renforcé le MGK, acronyme du Conseil national de la sécurité. De quoi s'agit-il exactement, là? Le MGK, qui regroupe président, ministres et membres de l'état-major, est une structure permanente, placée sous l'autorité d'un militaire. C'est ce MGK, et lui seul, qui détermine la politique sécuritaire du pays. Il peut intervenir dans tous les domaines, même sur les sujets de société, et ses décisions sont irrévocables. Alors qu'est-ce que c'est, alors? Un deuxième gouvernement? Ou plutôt, le seul vrai gouvernement de la Turquie. L'armée est intervenue brutalement à 3 reprises depuis 1960, imposant son Conseil national de sécurité et ses propres cours de justice. Elle a créé un véritable État parallèle, explique Umit Kardash, un ancien juge militaire devenu avocat. Lors du coup d'État sanglant de 1980, les généraux ont consolidé leur pouvoir d'influence en imposant une constitution autoritaire. Plus de 1,6 million personnes sont fichées, 230 000 jugées et 7 000 condamnations à mort prononcées.